Hackathon. Et voilà, nous sommes fin octobre et les élections présidentielles des États-Unis arrivent à grands pas. Cela n'aura échappé à personne, la campagne présidentielle américaine aura été des plus explosives, n'est-ce pas Donald? Et dans quelques jours, les Américains s'apprêtent à passer aux urnes. Après des mois, voire des années de campagne et donc de marketing politique, les citoyens vont devoir faire un choix décisif pour leur pays, mais qui aura de manière inconditionnelle, avouons-le, des répercussions sur le monde entier. Et pour le coup, le climat politique mondial est particulièrement tendu. Nous avons nous-mêmes connu notre séisme politique en juin 2024 avec les élections européennes, puis les législatives anticipées. Mais nous sommes loin d'être les seuls, puisque du Venezuela à l'Inde, de l'Afrique du Sud à l'Allemagne, le peuple a été sollicité pour donner son avis et le résultat a parfois été surprenant. Mais voilà, en 2024, plus de 2 milliards de personnes, soit quasi un quart de la population mondiale, sont appelées aux urnes pour exprimer leurs choix. Mais ces choix, qui ont vocation à être déterminants sur la vie de chacun, sont-ils vraiment éclairés? Sont-ils le fruit de décisions libres et rationnelles? In fine, sommes-nous réellement maîtres de nos décisions? Possède-t-on vraiment un libre arbitre? Bienvenue dans Eureka, le podcast qui fait vibrer vos neurones et éveille vos synapses. Je suis Dr Eka, neuropsychologue et désormais votre dealeuse de dopamine, prête à booster votre curiosité. Comme à chaque épisode, je vous emmène dans la magie de votre organe du savoir pour répondre aux interrogations que vous aviez ou pas et vous faire penser Eureka, ou plutôt Neureka. Back in the days, le célèbre philosophe Spinoza écrivait « Les hommes se croient libres pour cette seule cause qu'ils sont conscients de leur action et ignorants des causes par où ils sont déterminés. » Et plus tard, Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, clamait « Le moi n'est pas maître dans sa maison ». Mais, avant que vous ne zappiez en pensant que j'essaie de vous refaire le cours de philo de terminale, définissons le libre arbitre. Le libre arbitre pourrait être décrit comme la capacité d'un individu à prendre des décisions de façon autonome et indépendante, c'est-à-dire à choisir librement ses actions sans être influencé par des contraintes extérieures, ce qui implique de fait une responsabilité morale. En gros, chaque individu dans une société est considéré comme responsable de ses actes en raison de ce libre arbitre. Toutefois, cet avis, tout le monde ne le partage pas. Et très tôt, le concept de libre arbitre est remis en question par certains philosophes qui soutiennent que les traits et les comportements humains sont prédéterminés par diverses causes telles que les gènes, les hormones et d'autres éléments organiques. C'est ce qu'on appelle le déterminisme biologique. Ainsi, pour eux, nos décisions et nos actions seraient entre autres la conséquence d'une cascade de réactions chimiques prédéfinies par notre système génétique. Je sais, vous êtes certainement en train de vous demander pourquoi je parle de philo alors que nous sommes sur un podcast de neurosciences. Eh bien justement, face à tous ces questionnements philosophiques sur l'existence ou non d'un libre arbitre, les neurosciences ont tenté de démêler le faux du vrai. Et c'est un certain chercheur américain du nom de Benjamin Libet qui est venu le premier attiser l'intérêt des neuroscientifiques avec ses travaux sur la conscience humaine. En 1983, il décide d'étudier la relation entre l'activité cérébrale et la prise de décision consciente. Très simple, il prend quelques participants et leur demande d'appuyer avec le doigt sur un bouton à leur convenance tout en notant le moment précis où ils décident d'agir. Pendant ce temps, il mesure l'activité cérébrale à l'aide d'un électroencéphalogramme, c'est-à-dire grâce à des électrodes posées sur le crâne qui enregistrent le niveau d'électricité des différentes régions du cerveau. Et ne voilà-t-il pas qu'il découvre après analyse des données que le PPM, non, pas le Parti progressiste martiniquais, le potentiel de préparation motrice se manifeste jusqu'à 500 millisecondes avant que les sujets ne notifient être sur le point de faire un mouvement. En d'autres termes, l'influx nerveux qui active les neurones liés au mouvement se déclenchait bien longtemps avant que les participants ne soient en fait conscients de leur décision de bouger le doigt. Ce qui suggère que nos décisions conscientes seraient en fait précédées de processus inconscients
et que ce que nous percevons comme un choix conscient est souvent le résultat d'une activité inconsciente déjà en cours. Attention, vous sortez de la Matrix. Mais si ce libre arbitre n'est qu'une illusion et que nos décisions ne proviennent finalement pas d'une autonomie consciente, quelle est donc l'origine de nos décisions ? Nous l'avons déjà vu ensemble, nos expériences et apprentissages personnels sculptent progressivement notre cerveau en modifiant les circuits neuronaux existants, soit en les renforçant, soit en les désamorçant. Notre cerveau est donc à la fois influencé par notre biologie individuelle, mais aussi par ce que nous vivons quotidiennement. Avec l'avènement des médias numériques comme Bruto Lumina et l'engouement pour l'utilisation des réseaux sociaux, il est d'autant plus difficile aujourd'hui d'échapper à l'information, quelle qu'elle soit. On peut même en fait parler de surabondance de l'information, car qu'il s'agisse d'actualité, de publicité ou d'interaction sociale, nous sommes constamment exposés à de l'information qui, de manière consciente ou non, va pénétrer notre cerveau et s'archiver dans un coin de notre mémoire, surtout que notre cerveau adore recevoir des informations. Évidemment, l'exposition répétée à certaines informations ou idées va avoir un impact direct sur notre cerveau, puisqu'en s'installant dans notre mémoire, elles vont façonner des schémas mentaux, donc des modèles préfabriqués de pensée que notre cerveau utilisera par la suite pour interpréter et organiser toutes les informations qui lui parviennent. Et ces schémas mentaux, désormais ancrés dans notre cerveau, vont eux-mêmes modeler notre perception de la réalité et notre façon de réfléchir et indirectement orienter nos décisions et nos comportements. Et donc oui, que ce soit à travers le relais d'une actualité à la télé, la promotion d'un produit, l'intervention d'un personnage public sur le net, votre groupe de potes sur WhatsApp, les tweets d'un inconnu, ou même l'avis de tante Suzette, nos opinions, nos désirs et nos choix sont régulièrement soumis à l'influence. Une influence qui prend diverses formes et pas seulement de posts mis en scène par vos créateurs de contenu préférés, mais qui sera souvent subtile et inconsciente. S'il existe vraiment un libre arbitre, alors ces influences n'impacteraient que peu notre fonctionnement. Mais sommes-nous vraiment capables de résister à l'influence ? Souvenez-vous, dans l'épisode pilote, je vous expliquais comment le principe d'économie d'énergie forçait le cerveau à prendre des raccourcis dans sa façon de traiter les informations qui lui parviennent. Malheureusement, ces raccourcis pris par souci de rapidité et d'économie vont souvent mener à des erreurs de raisonnement desquelles nous serons assez peu conscients, ce sont les biais cognitifs. Les biais cognitifs sont des mécanismes automatiques et inconscients qui ont été créés au cours de l'évolution pour nous aider à naviguer dans ce monde complexe, rempli d'informations plus ou moins pertinentes, en nous permettant de prendre des décisions rapides et mentalement économes, tout en nous offrant l'agréable sensation d'être efficace. Si vous n'en avez jamais entendu parler de ces biais cognitifs, qui sont d'ailleurs très nombreux, vous en avez par contre inévitablement déjà fait l'expérience, et cela à vos dépens. Et c'est justement là où se situe le problème, car malheureusement, notre cerveau nous joue régulièrement des tours. Et ces mauvais tours nous mènent parfois à des conclusions, des décisions ou des actions qui ne sont pas toujours rationnelles. On dit par exemple souvent que c'est la première impression qui compte. Et ce n'est pas pour rien, car oui, notre cerveau a cette tendance à accorder une importance démesurée à la première information qu'il reçoit. Si lors d'une vente en ligne, on vous propose un produit avec un prix initial de 200 €, puis une réduction à 100 €, vous allez probablement penser que c'est une superbe affaire. Pourtant, sans ce point de référence initial, vous auriez peut-être jugé ce prix de 100 € totalement différemment. C'est ce qu'on appelle le biais d'ancrage. Et c'est ce même biais qui agit sur nos interactions sociales et notre perception de l'actualité, car il forme des croyances qui seront difficiles à ajuster plus tard. Par exemple, lorsqu'un candidat faisant son apparition sur la scène politique est présenté par les médias comme le jeune prodige sorti de la banlieue, ou qu'un autre se proclame comme étant un candidat hors système
déconnectés des élites et qu'en dépit de scandales, déclarations controversées et autres erreurs politiques, leurs partisans restent fidèles à cette première image, il est fort probable qu'ils soient sous l'influence de ce biais d'ancrage, car une fois une opinion ou un fait ancré dans notre esprit, il sera souvent difficile de le remettre en question, même face à des preuves contraires, à cause d'une certaine cristallisation des croyances formées. Et si on saupoudre tout cela avec l'effet de halo, #il est jeune, #il est milliardaire, qui a tendance à attribuer d'autres qualités positives à une personne déjà perçue positivement, et que par-dessus le tout, ce candidat a une bonne équipe de com pour que la couverture médiatique autour de lui soit suffisamment forte pour lui permettre d'exister constamment dans l'actualité, alors sa popularité ne sera que renforcée grâce au biais de disponibilité qui poussera notre cerveau à faire des choix basés sur les informations les facilement accessibles dans notre mémoire. Combien de couvertures de magazines M. Macron avait-il fait encore en 2017 ? Et pour peu que nous soyons nous-mêmes curieux, férus d'actualité, partant téléphone en main pour fact-checker chaque information qui nous parvienne, nous allons naturellement accorder plus d'importance aux articles et avis qui confirmeront notre opinion et indirectement ignorer les critiques à cause du biais de confirmation. Ce petit mécanisme cérébral qui tous les jours nous pousse à chercher et à croire les informations confirment ce que l'on pense déjà. Donc oui, lorsque vous cherchez vos clés, il est préférable de vérifier là où vous ne pensez pas les avoir mises. Et puis, plus nous verrons des personnes sur X ou TikTok partager notre avis, et plus cet avis sera renforcé, car encore une fois, le cerveau jouera la carte de l'économie et utilisera de nouveau un raccourci, le biais d'affiliation, qui fera que nous aurons tendance à adhérer aux personnes et idées qui sont soutenues par une majorité. Et c'est ce biais qui joue bien sûr un rôle essentiel dans l'ascension et le maintien de figures publiques, et pas seulement politiques, car il crée une boucle de rétroaction où plus quelqu'un est perçu comme populaire, plus il attire des soutiens, même si ce n'est pas très pertinent. On dit quoi là ? #influvoleur ? Et pour fignoler le tout, si toutefois ce personnage public a eu un bon coach qui lui a appris à marteler des informations de manière répétée et marquante, The invasion began. I call it an invasion because this is an invasion. Stop the invasion. alors notre cerveau sera tout à fait convaincu et catégorisera naturellement ces informations comme vraies, quelles que soient les controverses, car la répétition renforce la familiarité. Vous avez entendu ? Je le pine là pour un prochain épisode. Et parce que notre cerveau a tendance à confondre familiarité avec vérité, et encore plus si les informations lui sont présentées de manière percutante, il construira inconsciemment ce qu'on appelle la vérité illusoire. Vous comprenez certainement mieux maintenant comment Jordan Bardella a manqué de mettre un pied à Matignon. Car oui, ces biais peuvent être des leviers à l'avantage de certains, mais peuvent malheureusement aussi désavantager d'autres. Dans le contexte, par exemple, des manifestations contre la vie chère qui se déroulent actuellement en Martinique, certaines personnes, notamment en dehors de l'île, auront tendance à croire que les violences en marge des manifestations pacifiques sont bien plus importantes et de manière globale bien plus fréquentes qu'elles ne le sont en réalité, à cause du biais de représentativité, et ces personnes généraliseront les quelques incidents marquants mais isolés relayés médiatiquement en une perception erronée du niveau de violence moyen sur l'île, ce qui peut indirectement minimiser le fond des revendications, pourtant bel et bien légitimes. Alors, pourquoi, avec l'évolution de l'humanité et le progrès de l'éducation, nous ne sommes toujours pas capables de nous défaire de ces biais ? Eh bien, tout simplement parce que tous ces biais sont soutenus par des processus neurochimiques déjà bien rodés. À chaque fois que nous aurons la sensation d'avoir été pertinents dans nos réflexions et décisions, notre fameuse copine, la dopamine, va nous récompenser par une magnifique décharge dans le système de récompense
qui va déclencher la sensation de plaisir et de satisfaction et ainsi renforcer ces schémas de pensée qui nous font nous sentir si bien, même s'ils ne sont pas rationnels. D'autant plus que la sérotonine, elle aussi, module nos choix en fonction de notre humeur et que le cortisol biaise nos décisions sous l'effet du stress. Car oui, le problème, c'est que les biais cognitifs et les neurotransmetteurs ne sont pas les seuls mécanismes à influencer la façon dont nous réfléchissons. Les émotions, elles aussi, jouent un rôle crucial dans la prise de décision, car elles peuvent biaiser nos choix en orientant nos jugements de manière inconsciente. Et oui, je vous l'avais dit, aujourd'hui, c'est pilule rouge. Par exemple, la peur poussera à prendre des décisions plutôt conservatrices, tandis que l'euphorie mènera à des choix plus risqués. Tout ça parce que l'amygdale, le centre de nos émotions, et le cortex préfrontal qui héberge la fonction de rationalité sont en interaction constante, ce qui fait que nos choix sont souvent influencés par des états émotionnels qui limitent ou altèrent l'exercice de notre libre arbitre. Mais n'a-t-on pas toujours dit que notre panel d'émotions est ce qui nous distingue des autres espèces animales? Et peut-être aujourd'hui ce qui nous différencie des robots? En fait, avec tous ces biais, notre cerveau nous fait un cadeau. En simplifiant notre monde, en nous épargnant le stress de la remise en question et la gêne de la dissonance cognitive, cet inconfort mental ressenti face à nos contradictions, mais cela, parfois, au détriment de la rationalité, ce qui peut malheureusement limiter notre ouverture d'esprit. Le libre arbitre est en fait un concept complexe, certainement façonné par des forces sociales, biologiques et psychologiques. Dans un monde où chaque décision, chaque opinion est potentiellement influencée par une multitude de facteurs, il est donc vital de cultiver un esprit critique et de s'interroger sur la nature de nos choix. Car bien que nos décisions soient influencées par un certain déterminisme, nous pouvons comprendre ces influences pour réfléchir et agir de manière plus libre et autonome, et ainsi inhiber ces réponses automatiques modelées par des schémas mentaux, des biais cognitifs ou mécanismes émotionnels avec lesquels la société s'est désormais si bien jouée. Car oui, la conscience peut interrompre une action déjà initiée par notre cerveau. C'est d'ailleurs ce que Libet appelait le droit de veto. Alors, la prochaine fois que vous êtes confronté à une décision importante, n'hésitez pas à vous poser des questions. Est-ce vraiment mon choix? Suis-je pleinement conscient des facteurs qui influencent cette décision? Les informations sur lesquelles je me base sont-elles vraiment valides? Quelles émotions dominent finalement ma réflexion? Et surtout, ai-je pris le temps d'explorer les autres perspectives? Ce travail de réflexion, c'est ce qu'on appelle la conquête du degré de liberté. Parce que finalement, notre libre arbitre n'est pas tant une question de choix initial, mais plutôt une capacité à contrôler nos décisions et actions en toute conscience. Et bien que l'erreur fasse partie intégrante de la nature humaine, nous sommes tous en capacité de renforcer notre libre arbitre et maîtriser davantage nos choix. Et c'est précisément pour cela que j'ai choisi de vous offrir aujourd'hui cet épisode. Voilà, c'est l'heure de se déconnecter. Merci en Shai d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé cet épisode, si cet épisode vous a autant intrigué que fasciné, exprimez-vous en commentaire. Offrez-nous 5 étoiles et partagez autour de vous. Et puis tant qu'à faire, pour ne plus rien rater de Neureka, suivez-nous sur les réseaux sociaux et ajoutez-nous en favoris sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et maintenant Angami pour ceux qui, comme moi, sont au Moyen-Orient. Au Pakistan.